Good morning, good afternoon, good evening, dear friends. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Who are actively... Je vous souhaite la bienvenue, chers collègues venus du monde entier, pour participer activement à ce séminaire. Je suis Mercedes Majol-Lassage, présidente mondiale de l'OMEP, l'Organisation mondiale pour l'éducation de la petite enfance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire, comprendre le rôle et l'influence des acteurs non étatiques dans l'accueil et la protection de la petite enfance. Depuis 2021, l'OMEP, en collaboration avec l'Initiative pour le droit à l'éducation, a entrepris de rechercher et de s'engager sur la question de la privatisation de l'EPPE. La privatisation de l'éducation de la petite enfance est l'une des principales préoccupations de nos organisations. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de placer cette question au centre de nos débats, réflexions et recherches. Ce procès peut marquer la procédure de la manque d'action des États et il faut expandir le programme sans lucre. Il faut voir qu'il y a beaucoup plus marqué la stratification en fonction de la fonction économique de chaque famille. Pour plusieurs familles et enfants, la EPPE est un privilège plus qu'un droit humain. On participe activement à la réalisation de l'agenda 2030 qui définit la cible 4.2, où les États se sont engagés à veiller à ce que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des soins et à un développement de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité. Pour ce budget, des groupes de travail ont été formés, des documents et déclarations ont été signés et publiés. Nous avons eu l'occasion de collaborer et de consigner d'autres organismes internationaux. On travaille aussi avec l'UNESCO et les Nations Unies pour faire progresser un cadre juridique visant à garantir les droits humains des enfants. En novembre 2021, l'OMEP a mis en un webinaire avec l'UNESCO sur le thème « Que se passe-t-il avec le EPPE dans le monde ?» Et deux études se sont présentées. Les droits à l'éducation préscolaire, une étude mondiale, Corolla, et l'impact de COVID-19 sur l'éducation de la petite enfance en Asie-Pacifique et en Afrique subsaharienne, aperçu des résultats de l'enquête régionale rapide auprès du personnel des GHI. L'objectif principal était de promouvoir l'inclusion de l'éducation de la petite enfance et de l'éducation préscolaire en tant que droit humain dans les objectifs d'éducation et de développement à long terme en termes de gouvernance, de financement, d'attente sociale, de suivi et d'évaluation et de développement de la petite enfance en général. En avril, on a développé le webinaire EPPE et privatisation comme un acte inclusif pour tout le monde, ainsi comme le directeur de Dublin en Irlande, Mathias Urban. On a débattu la privatisation, on a débattu la privatisation et les biens communs. La question de la privatisation ne termine pas avec l'expansion des écoles publiques ou avec une étude de développement au long des années, ce qui signifie qu'il faut se centrer
dans le papier des secteurs étatiques et l'attention de la première enfance et le pouvoir qu'ils ont sur eux, spécifiquement pour les enfants de moins de 3 ans, jusqu'à le commencement de l'école. Le rôle des secteurs étatiques travaille dans des communautés avec les enfants afin de garantir la pratique des droits et des familles et que les États règlent les activités. On participe maintenant avec ce séminaire. On voit quel est le rôle des États dans l'éducation des enfants. L'OMEP est l'initiative avec le travail de Manos Antonini et toute l'UNESCO qui nous a collaboré à développer ce séminaire. Aujourd'hui, notre orateur va présenter les recommandations de l'EPPE en lien avec l'UNESCO, avec son rapport GEM et les rapports non étatiques, les secteurs non étatiques, et quel est le rôle de ces acteurs en tant qu'entreprise. Cristina Dario est notre première oratrice. Est une économiste de formation et travaille en tant qu'analyste politique senior dans l'équipe du rapport GEM à l'UNESCO depuis mars 2017. Il a travaillé aussi à l'OCDE sur une liste exhaustive des sujets allant de l'éducation aux inégalités, à la pauvreté, à la transmission intergénérationnelle de l'éducation, au vieillissement, à la protection sociale, à l'approche des politiques sociales fondées sur les parcours de vie, à la baisse de la fécondité, avec une attention particulière au rôle des politiques. Nous aurons ensuite le plaisir d'être rejoints par Alexandra Joic, collègue de l'UNICEF et experte régionale en matière de EPPE. Elle est médecin et possède plus de 17 ans d'expérience dans le domaine du développement social. Elle occupe actuellement le poste de spécialiste du développement de la petite enfance au sein du bureau régional de l'UNICEF pour l'Europe et l'Asie centrale. Sa tâche consiste à soutenir le travail mené dans 22 pays pour intégrer les principes du développement de la petite enfance dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la protection de l'enfance et de la planification et de l'intervention d'urgence. Elle gère le développement de plusieurs innovations numériques visant à améliorer l'accès et la qualité des services de santé et d'éducation pour les jeunes enfants et leurs parents. Finalement, Dorsey, directrice exécutive, va nous donner les mots de clôture. Elle s'incorpore en tant que responsable juridique et elle est à la tête et elle travaille à l'UNESCO pendant 4 années. Et elle a ainsi travaillé avec plusieurs ONG en Europe et en Afrique, comme Save the Children. Elle a un master en droits humains à l'Université de Strasbourg. Notre objectif est que les discussions contribuent
comment les régulations les plus strictes et nos efforts peuvent aider à créer des systèmes parallèles en lien avec le distributeur et le paiement des parents et aider à aboutir, donner d'attention et qualité et une éducation de qualité pour des enfants. Le contenu de ce séminaire sera inclus sera en lien avec le webinaire de novembre en lien des sujets des enfants. Le prochain événement sera l'Assemblée mondiale et la conférence de l'OMEP à Athènes en juillet 12 au 15, à laquelle j'invite toutes les personnes présentes et vous encourage à attendre l'invitation à vos contacts afin de profiter du privilège de pouvoir se rencontrer face à face. Merci. Et de continuer à défendre les droits de l'enfant et l'éducation et l'accueil de la petite enfance. Comme vous savez, chaque webinaire de la série de séminaires OMEP est disponible en 3 langues, anglais, français et espagnol, sur notre chaîne YouTube OMEP World TV. Et il en sera de même pour ce séminaire pendant la semaine. Merci de nous rejoindre. On va commencer alors en regardant une vidéo sur le rapport GEM pour voir à quoi bon ces rapports et le travail de ces groupes. Merci. Qui perd, qui choisit? Le rôle des acteurs non étatiques à l'éducation. Il n'existe aucun domaine de l'éducation dans lequel les acteurs non étatiques ne sont pas impliqués. Les arguments en faveur de leur participation portent sur l'efficacité, l'innovation, mais aussi l'équité et l'inclusion. Mais est-il possible de réglementer efficacement toutes ces activités? En particulier, les choix offerts par l'enseignement non étatique sont-ils également accessibles à tous les étudiants? En Asie du Sud, l'offre publique ne peut pas satisfaire de manière réaliste la demande de formation professionnelle. Nous avons près de 12 millions de personnes qui entrent dans le monde du travail chaque année. Le problème du développement des compétences ne peut être résolu par les gouvernements seuls ni par l'industrie seule. Beaucoup d'entre eux ont quitté l'école ou l'université. Ils ont besoin d'emploi et ils sont idéalement adaptés aux emplois de premier échelon. Pour les former et les placer dans des emplois, toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble. Lorsque j'ai entendu parler de cette formation pour la première fois, je pense qu'il s'agissait d'une bonne opportunité car elle est totalement gratuite. Je considère cette formation comme la première étape pour réaliser mon rêve de devenir médecin. Aux États-Unis, les choix proposés ne sont pas toujours disponibles aux étudiants des zones urbaines, pauvres en raison de la ségrégation et de la stratification. Le choix d'école proposé aux familles à faible revenu est loin d'être aussi bon que celui proposé aux familles plus aisées. La réalité et que le choix d'une école de quartier de classe mondiale située à distance de marche de ma maison m'a été arraché. Avec l'augmentation de la privatisation de l'éducation, les étudiants afro-américains sont de plus en plus ségrégés dans des écoles à faible revenu et uniraciales, à raison de l'augmentation des écoles à charte de la fermeture des écoles publiques. En Asie de l'Est, de nombreux ménages paient des cours particuliers pour améliorer les chances de leurs enfants, mais cette pratique est rarement réglementée. J'ai suivi des cours particuliers depuis que je suis enfant. Si vous essayez d'atteindre un objectif, vous voulez davantage de parcours particuliers. Ce n'est pas à cause du manque d'éducation publique, mais à cause de la compétition pour obtenir de meilleures notes. De nombreux étudiants d'Amérique latine n'ont pas de moyens d'accéder à l'enseignement supérieur, qui est principalement dispensé par des acteurs privés. Ma plus grande préoccupation lorsque j'ai décidé d'étudier les ressources humaines
par le BIS du FIES, prêt garanti par le gouvernement, était prête. Comment allais-je payer? C'est effrayant de savoir que les contrats stipulent que vous devez rembourser le prêt en 2 ans, lorsque vous ne savez même pas si vous aurez un emploi d'ici là. L'enseignement public n'est pas gratuit non plus. En Afrique subsaharienne, un enfant sur 3 ne termine pas l'école primaire à l'âge de 15 ans. En Ouganda, 2 enfants sur 3 qui quittent l'école prématurément le font parce que l'école coûte cher. Je suis une mère de 6 enfants. J'amène mes enfants à l'école et je reste à la maison pour chercher des emplois qui me permettent de gagner de l'argent pour rembourser les sociétés de crédit. Le gouvernement ougandais ne finance pas l'enseignement primaire universel ou l'enseignement secondaire universel comme il est censé le faire. Les gouvernements doivent s'assurer que les plus pauvres ne sont pas privés d'une éducation de qualité. L'éducation est un bien public auquel le gouvernement doit essayer, dans la mesure du possible, de garantir que chaque personne ou enfant ait la possibilité d'accéder. Nous devrions réimaginer l'éducation publique qui est discutée dans les quartiers de tous les pays. Dans quelques années, j'espère vraiment qu'au Brésil, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans une école, dans une université privée ou de payer un programme préparatoire intensif auront un meilleur accès. Dans la course à une éducation équitable de qualité pour tous d'ici 2030, qui choisit, qui perd? Lire le rapport GEM 2021/2. Thank you for this amazing video that gives us a panorama about the GEM report that I recommend to Merci read. pour cette incroyable Merci vidéo. pour cette vidéo qui est Je vous réalisée recommande pour qu'on de le lire analyse et d'analyser. le suivi de ce rapport mondial. C'est le tour d'Anna Daria. Maintenant, c'est le tour de notre oratrice principale. Anna Cristina Dadio, qui va nous présenter les résultats et les recommandations du rapport GEM. C'est notre analyste politique senior. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous voyez bien mon écran. Merci beaucoup à tout le monde qui soit ici. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous présenter les principaux résultats de ce suivi mondial sur l'éducation et principalement sur la scolarisation. Tout d'abord, ce que je voudrais vous mentionner, c'est que la quantité d'enfants en 2030 au niveau initial seront toujours dans des services de soins dans les pays de moindre revenus. Et il n'y a pas un manque de propositions, de demandes pour cela. Il y a un manque de services, d'approvisionnement du public pour cela. D'autres organisations, et c'est ce qu'on démontre le rapport GEM 2022, c'est que ces offres de services de PPE présentent de grands désavantages pour l'accès à ce service pour les plus défavorisés. C'est ce que nous pouvons vérifier tout d'abord dans cette éducation de la petite enfance. Et donc, ce que nous pouvons voir, c'est que ce sont les acteurs non étatiques, les vrais meneurs de ce secteur. Ce sont eux qui s'occupent pour la plupart de ces services et surtout ces acteurs non étatiques plus jeunes.
Et par exemple, en Nouvelle-Zélande, l'éducation privée couvre presque le 99% de l'éducation maternelle. Et il y a en général, au niveau mondial, une augmentation de l'offre non étatique de l'enseignement pré-primaire qui allait en 2000 de 28% à 37% en 2019. En 2018, les établissements privés représentaient 57% dans les pays à revenus élevés et 46% dans les pays à revenus intermédiaires. Donc, cette croissance du secteur non étatique, du secteur privé, englobe tous les âges de l'éducation, du préscolaire, du primaire. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, nous pouvons voir l'augmentation de tous ces pourcentages. Et nous pouvons voir que dans l'Est et le Sud-Est de l'Asie, ce sont presque le 100% des enfants qui choisissent le secteur privé. Et en fait, là, nous pouvons distinguer, bien sûr, plusieurs types d'acteurs dans le privé. Parce qu'il y a aussi, en plus des secteurs privés, il y a certaines communautés, certaines ONG qui octroient ce service. Et donc, par exemple, en Allemagne, ce que nous trouvons, c'est que la plupart de l'offre de l'éducation préscolaire est dans le secteur privé. Et parfois, il s'agit de programmes de services de la communauté, par exemple les églises qui proposent ces services du préscolaire. Il y a des programmes communautaires qui sont très importants également, par exemple à Ouganda. La plupart des centres de PPE sont communautaires. Et c'est ce qui arrive également en Amérique latine. Les gouvernements ont même développé ces programmes pour qu'il y ait un soutien intégré dans le bien-être, dans le soin de la petite enfance. And the fact that this gap is filled by non-state actors can impact equity and inclusion. Et ce que nous pouvons voir, c'est le manque d'appui de soutien. Et ce que cela peut impliquer, bien sûr. Nous pouvons voir donc ici sur les pourcentages, nous pouvons voir les chiffres, par exemple en Éthiopie, par exemple, le ratio des maternelles et des garderies dans les régions urbaines sont bien au-delà des pourcentages du pays, du pourcentage national. Par exemple, Addis Ababa, à Dire et Harare. Et ce que nous pouvons voir, donc, c'est que pour la plupart des fois, les enfants n'ont directement pas accès à cette
éducation de la petite enfance. Parce que parfois, dans les zones rurales, dans les zones plus pauvres, la seule manière d'accéder à l'éducation pour la petite enfance est l'offre publique. Si la plupart de l'offre est du secteur privé, il y aura un problème d'injustice. Il y aura un problème dans son inclusion. Les pauvres sont donc marginalisés. Il est également important donc de savoir, et c'est ce que nous avons insisté dans ce rapport GEM, c'est que ce sont les femmes qui, en fait, sont l'une des principales victimes de ce manque d'offres publiques. Nous avons pu voir que le 57% des enfants jusqu'à 3 ans étaient dans le secteur privé dans 33 pays de grands revenus en 2018. Et dans des pays de revenus moyens, ce pourcentage était du 46%. Et donc, ce sont les femmes qui doivent, le cas échéant, s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Et c'est ce que nous pouvons aussi vérifier en Europe également. Ce sont les soins qu'assurent les femmes, un travail non rémunéré. Car ce que nous avons pu vérifier, que dans la main-d'œuvre de l'éducation de la petite enfance, seulement 7% de cette main-d'œuvre est des hommes. Nous savons très bien qu'une forte demande de main-d'œuvre dans ces enseignements provoque ainsi des problèmes quant à la pandémie de COVID-19. Et comme vous pouvez voir ici également, il y a très peu de pays, plus exactement 26 de 189 pays, qui établissent des lois pour que le PPE soit garanti et que l'on assure ces emplois. Il y a également des implications pour la qualité du système. Si l'éducation de la petite enfance est faite par le secteur privé. La qualité de l'offre est liée non pas au type de prestataire, sinon au contexte national et à l'environnement politique. Les éducateurs privés dans les établissements non étatiques ont tendance à être moins préparés et ont moins de possibilités de développement professionnel. Par exemple, au Ghana, on n'a pas un prérequis où seulement le 8% des professeurs du secteur privé sont dûment qualifiés et ont réalisé le programme de formation. Et donc, la qualité est donc très souvent affectée. Et donc, il y a plusieurs fois des pratiques commerciales trompeuses dans
cette éducation de la petite enfance, qui fournit des services de qualité médiocre, alors qu'il s'agit vraiment d'un point crucial dans l'éducation de nos enfants. Et ce que nous avons pu voir également dans ce rapport, quant à ce que nous avons pu développer dans les profils d'éducation concernés, cette information se concentrait sur la réglementation, sur les politiques. Et ce que nous pouvons voir, c'était que les cadres réglementaires pour la petite enfance devraient se concentrer sur la qualité et sur l'égalité. Et ce n'est pas toujours le cas. Il devrait y avoir une insistance plus grande dans la réglementation de l'enregistrement, de l'approbation, de l'octroi de licences. Il s'agit aussi d'insister sur la formation des éducateurs et de garantir l'accès à ceux qui ont moins de ressources. Et il est très important dans les gouvernements, par exemple, les ministres de l'Éducation qui sont responsables d'assurer la qualité dans l'offre de PPE, mais également de garantir la transparence dans le choix, dans la sélection des enseignants. Et ce qui arrive souvent dans certains pays, c'est qu'il s'agit de sociétés privées qui se présentent comme prestataires d'éducation. Et donc, ils n'ont pas les mêmes réglementations que devraient avoir, par exemple, les établissements publics d'éducation. Donc, dans 162 pays, ce que nous avons vu pour voir, c'est que les ministères de l'éducation sont responsables d'assurer cette qualité de l'offre de PPE non étatique. Et si nous avons quelques exemples, par exemple à Lusaka, en Zambie, les centres doivent s'inscrire auprès du secteur commercial, du conseil municipal. Et au Cambodge, par exemple, on dispose de règlements et de décrets distincts pour les écoles maternelles communautaires. Et pour finir, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans la diapositive précédente, c'est le problème des fournisseurs de ce secteur. Nous pouvons donc voir les réglementations et ce que nous avons pu conclure, c'est que les frais sur le PPE sont réglementés seulement par 79 pays. Et ce que nous avons pu vérifier également, c'est que le gouvernement accorde aux services non étatiques des subventions, des aides, des taxes, des incitations. Et donc, pour les prestataires les plus pauvres, le désavantage est encore plus grand. Parce que ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est qu'au Ghana, la prestation privée coûte le 6% de la consommation annuelle pour les plus riches et le 17% pour les plus pauvres. Et les équivalents en Éthiopie sont de 4%
pour les plus riches et de 21% pour les plus pauvres. Et cette inégalité peut également se vérifier dans les grandes villes. Les familles doivent prendre la décision de payer pour des services de PPE et de dépenser tous leurs revenus pour leurs enfants. C'est ce que nous voyons également aux États-Unis. Il y a de grandes dépenses des familles, alors que le gouvernement ne dépense que 34 billions de dollars, ce qui est peu. Ce que nous avons pu vérifier également, c'est que les acteurs non étatiques innovent et plaident en faveur de l'EPPE. L'influence des acteurs non étatiques de l'EPPE est beaucoup plus importante que seulement les éducateurs, sinon qu'il y a aussi la publicité, les outils d'apprentissage numérique qui sont destinés aux plus jeunes enfants. Et il y a non seulement ce secteur privé sociétaire, sinon qu'il y a les ONG et les programmes communautaires qui font un travail également très important dans ce secteur non étatique. Et pour finir, je voulais vous mentionner quelques recommandations. Étant donné on n'insiste pas assez sur les politiques d'inclusion de l'EPPE, nous devons penser à des politiques plus larges, avec une vraie perspective d'égalité, d'inclusion. Les gouvernements doivent donc établir des normes de qualité qui puissent s'établir à toutes les institutions, les publiques et les privées. Il s'agit donc que ces standards soient mis en place. Il ne suffit pas qu'il y ait que certaines politiques ou certaines réglementations qui le disent. Il faut vraiment le mettre en place pour que l'on puisse inclure tous les établissements. Et ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a un monopole. Et donc, les innovations doivent aller vers le bien commun et intégrer toutes les politiques éducatives. Merci beaucoup. Merci pour ta présentation, Anna. C'est une synthèse d'un rapport si exhaustif. Je voudrais donner des recommandations aussi, puisqu'on veut aboutir les 4.2. On doit encourager nos États pour reconnaître les droits de la EPPE, parce que c'est leur responsabilité, et la nécessité des standards de qualité, surveillance, évaluation de plusieurs systèmes. Merci encore. On a la participation de plusieurs collègues du monde entier. On a quelques collègues qui réellement, on les apprécie beaucoup. Par exemple, notre vice-présidente d'OMEP, de la région Asie-Pacifique, Amérique et des Caraïbes, de la région latino-américaine, notre collègue d'Action Aid,
et le centre d'Educo, l'initiative à l'éducation, notre collègue de le groupe GEM. Je veux vous remercier à Kate Linkins. Et on a aussi des collègues du monde entier, de Cuba, Fidji, Argentine, Chypre, France, Japon, Paraguay, Australie, Sud-Afrique, Équateur, Mexique, Pologne, Russie, Canada, Chili, Uruguay, Kenya, Pérou, Irlande. Mathias Urban est ici. Merci pour être ici. En Espagne, en Nigerie, Pakistan et Inde. Je vais remercier vraiment à tous pour participer dans ce séminaire si important. Maintenant, je vais vous présenter à Alexandra Jovic. Alexandra. C'est ça, c'est comme des tennis avec Djokovic. Je vais lui faire quelques questions pour commenter dans ce séminaire. La première, nous savons que le coût élevé de l'enseignement privé exclut les plus marginalisés de l'accès aux services. Sur la base de vos propres recherches dans la région, pouvez-vous donner des exemples d'initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès des plus vulnérables à une EPPE publique de qualité? Merci, Mercedes. Je vais essayer d'avoir la perspective d'Europe et centrale d'Asie. On a 22 pays où les gouvernements s'efforcent spécialement pour reconnaître les droits d'éducation préscolaire. Par exemple, les interventions au niveau politique, diversification de financement. Ceci est en raison de mettre un effort sur les systèmes, mais par rapport à la question, j'ai deux encore. La première, c'est garantir la responsabilité dans le public et l'accès. Il faut avoir des focalisations pour bénéficier les plus vulnérables. Pour commencer avec la première, on a besoin qu'il soit clé de garantir. C'est important pour notre région en ce qui concerne la pédagogie des enfants. Il faut entraîner notre professeur dans notre région pour améliorer la EPPE et l'entraînement de professeurs et professeurs en utilisant l'avantage d'une plateforme qu'on a avec Microsoft qui a un accès gratuit à tous les professeurs de la EPPE. Ces ressources est une guide qui va pas à pas. C'est un bon exemple pour avoir des ressources pour aider aux professeurs qui sont en train d'apprendre, par exemple, en Pakistan. Ce qu'on voit spécialement ici, pour ceux qui sont plus vulnérables, c'est l'accès, et spécialement les enfants, à l'accès à l'étude, à l'éducation. Ceci est clé pour son éducation et aussi pour ceux qui ont des difficultés motrices. Il faut entraîner les professeurs, il faut travailler avec les privés et les publics. Il faut spécialement s'attendre à l'éducation de ces professeurs de l'école privée, par exemple à Serbie. On a
un règlement par les ministres d'éducation qui inclut les étatiques et non étatiques sur ce qui sont les aides, les voies d'aide. On sait qu'il y a la voie de développement de l'éducation. Il s'agit d'essayer de le traiter en Serbie et il est bon pour d'avoir un agenda plus ample, plus grand, pour aboutir à l'égalité de qualité au niveau national et municipal et que ce soit possible pour tous les fournisseurs. La deuxième partie de la question se porte sur l'accès aux plus vulnérables et ceci, c'est où on se focalise, comment on inscrit les enfants les plus vulnérables. Notre région, il y a surtout des fournisseurs, des acteurs publics et il y a Kazakhstan, Turquie, la plupart des pays dominent l'éducation publique. L'intervention des gouvernements et des pays, par exemple, un an obligatoire, ce sera mieux pour les enfants vulnérables, pas immédiatement, mais pas une qualité immédiate non plus, mais ceci facilite l'inclusion avant le premier pas à l'éducation. On a aussi à Arménie et Kosovo qui sont des bons exemples en ce qui concerne la modification donnée. Ils travaillent avec les communautés locales et ils donnent beaucoup plus d'accès à d'autres secteurs vulnérables. D'autres exemples sont mettre à disposition des transports pour ceux qui ne peuvent pas accéder, mais ils travaillent avec les gouvernements locaux. On a aussi des exemples, par exemple, les ONG qui représentent les communautés minoritaires. Il y a des fournisseurs publics et les plus vulnérables qui, ceci aide à inscrire beaucoup plus des enfants. Et en Moldavie, on a essayé aussi de le reproduire pour que les enfants puissent s'inscrire finalement. On a des problèmes de financement, évidemment, dans des secteurs qui ne sont pas centralisés, où il y a des municipes vulnérables. L'éducation préscolaire a une tendance à les laisser en dehors parce qu'il manque le transport pour les plus vulnérables. Et on a abouti à avoir une égalité à l'éducation. Donc, il faut reconnaître que les secteurs étatiques fonctionnent de cette manière. Il va être difficile. C'est pour cela qu'on aide au pays à développer des outils, par exemple à Kazakhstan, où on veut faire des méthodes pour garantir la qualité et pour les secteurs non étatiques. Par exemple, en Serbie, les parents qui n'ont pas les accès puissent accéder finalement. Et ceci a aidé à augmenter l'accès à l'éducation et aussi à réduire les ségrégations. J'espère en avoir beaucoup plus parlé. Merci, Alexandra. Et oui, c'est un intérêt en commun et on est préoccupé sur l'augmentation de l'offre privée. C'est une tendance dans ce système et les connexions qui établissent cette tendance entre la qualité du système. Tu veux donner une autre idée?
Oui, je crois que ce rapport est très fort pour voir les recommandations clés. On voit que les secteurs étatiques sont flexibles, dynamiques, à nous donner une réponse à le problème. Il y a d'autres sujets pour les gouvernements pour aborder ces sujets. Et il faut voir la relation entre les deux États et non étatiques pour garantir leur participation. Et ils sont en train de reconnaître leur participation, mais il manque la qualité et un standard et jusqu'à où arrivent les réglementations implémentées. Les espaces de l'intervention du gouvernement et ceci, on peut croire que la voiture va se déplacer seulement pour les familles moins ségrégées et moins vulnérables. Donc, les secteurs privés et publics doivent travailler ensemble comme fournisseurs réunis pour des standards étatiques et en s'appuyant dans un lien commun. Il y en a beaucoup qui se sont impliqués dans ces procédures et plusieurs pays pensent que ce sont des modèles parce que le gouvernement a le rôle principal de garantir que les enfants soient scolarisés et accueillis par des réglementations, des plans de stratégie, de la EPPE. Il y a des initiatives qui garantissent la scolarisation et l'application de ces standards dans les structures qui couvrent les procédures, dans l'inspection des législations et investir dans ce sujet dans des zones remotes. Il faut aider les enfants plus vulnérables. Il faut promouvoir qu'on attaque ce problème. Merci pour tes commentaires. À vrai dire, je crois que les enfants se sont très vulnérés en ce qui concerne leurs droits. Ce que j'aime écouter. Dans les mots qui seront prononcés par Delphine Dorsey, l'initiative pour les droits à l'éducation. Je te cède la parole, Delphine. S'il te plaît, parle plus lentement. Parce que nos interprètes l'ont besoin. Merci. Merci beaucoup, Mercedes. Et je remercie également à tous les interprètes, l'OMEP, qui nous permet toute cette inclusion d'avoir ces réunions en anglais et que l'on trouve des personnes du monde entier. C'est vraiment très important et il faut le faire souvent. Et ce que je voudrais dire également, c'est que je voudrais remercier à Mercedes, à toutes les personnes de l'OMEP qui réalisent ces séances, mais également les personnes qui travaillent avec moi à l'UNICEF, à l'initiative pour le droit à l'éducation. Et c'est ce que je veux parler, c'est pourquoi c'est tellement important que le droit à l'éducation de la petite enfance est si important. Il s'agit de donner un financement plus important à ce secteur. Et c'est ce que a dit Mercedes. Il faut vraiment agir. Il y a un manque de soutien du secteur public.
et avoir l'apport d'un secteur privé avec plusieurs soutiens dans le privé, les ONG, les communautés qui donnent leur soutien, les femmes qui soutiennent les enfants. Il s'agit donc de mettre l'accent et le soutien dans les femmes pour qu'il n'y ait pas d'inégalité. Et c'est ce qui m'a surpris le plus de ce rapport GEM, c'est le coût pour les familles pour accéder à l'EPPE, parce qu'il y a vraiment des familles qui ont essentiellement besoin d'avoir accès à l'EPPE. Donc, il s'agit au gouvernement de soutenir ces familles plus défavorisées. C'est quelque chose que nous devons avoir conscience. Et nous devons rechercher à ce que l'éducation préscolaire soit un facteur clé qui permette le développement des enfants. Et nous devons travailler en groupe conjointement pour atteindre ces objectifs afin que nous obtenions tous les objectifs que nous recherchons. C'est ce que nous avons vu en Serbie, par exemple, grâce à cette réglementation. Et c'est ce que l'UNICEF a intervenu. Et il y a beaucoup plus de travail à faire, mais nous pouvons voir quelques résultats. Il s'agit d'avoir une réglementation importante sur le contenu pour garantir l'égalité, l'inclusion et la qualité. Et quelque chose qui m'a que j'ai pu souligner, c'est l'importance de la formation des éducateurs, des éducatrices. Il s'agit d'un thème très important, la formation, et cela pour accompagner correctement les enfants de cet âge. Il ne s'agit pas seulement de la réglementation donc et des spécificités de l'âge, sinon que les éducateurs et les éducatrices soient proprement formés. Et j'ai également écrit ce que a dit Mercedes sur l'ODD 4.2 et sur ce besoin de réglementation. Je crois qu'il faut rechercher à niveau national obtenir ces résultats pour qu'il y ait un plus grand impact dans la société et dans le monde entier. Nous devons donc pouvoir obtenir cette mise en place internationale dans les réglementations internationales pour que l'on puisse établir des mécanismes pour défendre les PPE. Cela est encore un défi pour nous. Le droit à l'éducation est un but pour continuer à poursuivre la recherche de financement pour le PPE. Et continuer à travailler avec le secteur privé. Je n'ai plus tellement de temps. Je remercie donc énormément Mercedes et ça a vraiment été un échange et une présentation très importante parce que nous devons toujours recevoir ces informations sur les rapports du GEM et toutes ces réflexions. Donc, je veux remercier un peu à tout le monde. Et je vous cède la parole, Mercedes. Merci beaucoup, Delphine, pour ces mots de clôture. Merci, Anna-Christina. Merci, Alexandra, pour toutes vos connaissances, vos recherches que vous nous avez partagées. Et
à tous nos collègues qui ont participé de ce webinaire. Je vous remercie énormément parce que vous faites partie de tout ceci. Et d'ailleurs, nous faisons une enquête sur la privatisation, sur le secteur privé et le PPE. Donc voilà, c'est l'heure. Et nous allons finir avec ce webinaire et l'importance et la place des acteurs non étatiques dans le PPE. Nous allons donc partager tout ce matériel dans la chaîne YouTube OMEP World et que vous ayez une très belle journée, après-midi ou soir ou nuit à tout le monde. Merci beaucoup et au revoir tout le monde.